Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Je vais évoquer avec vous aujourd'hui un sujet assez passionnant, en tout cas que j'ai étudié avec passion et qui m'a permis de comprendre l'état de la législation actuelle en matière de droit des étrangers en général et particulièrement de l'immigration professionnelle en France. Il s'agit de l'histoire de l'immigration professionnelle sur le territoire français. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, beaucoup de documentation, finalement, qui traduisent d'une certaine logique, en fait. Depuis très très longtemps, les étrangers sont présents sur le territoire français et contribuent au développement économique de la France. Nous avons eu des périodes où c'était la France qui allait chercher elle-même les travailleurs étrangers, et puis une période où la France a commencé la réglementation donc du séjour et du travail des étrangers en France. Nous allons débuter l'histoire au XVIe siècle, entre le XVIe et le XIXe siècle. Le recours de la main-d'œuvre étrangère a longtemps existé en France et pour les recherches en tout cas que j'ai pu trouver, remonter à 1599 lorsqu'Henri IV demandait aux Hollandais de venir sécher les marais de France. C'est ensuite sous l'impulsion de Colbert que l'industrie du goudron ainsi que les constructions navales ont eu recours à la main-d'œuvre étrangère et particulièrement suédoise. Nous avons ensuite eu la révolution industrielle. Donc à partir de 1850, les ouvriers étrangers sont massivement intervenus en France, particulièrement dans le secteur industriel et agricole. Au XIXe siècle, nous avons eu une réglementation donc, qui débutait en matière de droit au séjour des étrangers en France. La première en date, en tout cas celle qui est mentionnée, c'est une loi du 8 août 1893. Une loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national, qui imposait à tout étranger de s'immatriculer dans sa commune de résidence en effectuant une déclaration de domicile. Donc la première obligation finalement apparue au XIXe siècle, c'était de pouvoir savoir, de pouvoir répertorier le nombre d'étrangers qui venaient pour travailler en France. Et dans ce cadre-là, l'employeur qui faisait travailler un étranger qui n'était pas immatriculé pouvait avoir une sanction, on va dire, administrative, et l'étranger qui ne s'immatriculait pas risquait une peine d'amende et éventuellement une interdiction du territoire français. Nous avons ensuite eu donc deux décrets en 1899, un premier du 10 août 1899 et un second du 11 août, qui autorisaient au préfet la limitation du nombre d'ouvriers étrangers selon la nature des travaux de la région. Donc, nous avons la première prérogative qui est attribuée au préfet afin de limiter l'immigration, donc en fonction des difficultés de recrutement et de la main-d'œuvre dans les régions. Puis, nous avons eu les deux guerres mondiales. Alors, les deux guerres mondiales la France a eu recours durant cette période à la main-d'œuvre étrangère, et ça, ce n'est un secret pour personne, que ça soit les colonies françaises et les pays étrangers. La main-d'œuvre étrangère a été un des piliers, en tout cas
un appui pour la France dans le cadre des 2 guerres mondiales. D'ailleurs, à ce titre, il y avait la création donc des bureaux de recrutement de main-d'œuvre étrangère. Donc ces bureaux de recrutement étaient installés à l'étranger, au Portugal, en Espagne, en Grèce. Et il y avait ce qu'on appelle un comité d'études et de contrôle de la main-d'œuvre étrangère. Donc ça, c'était durant la Première Guerre mondiale, ainsi que durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, nous avons par exemple des chiffres qui établissent que près de 240 000 personnes sont venues de l'étranger pour travailler en France, particulièrement dans le secteur agricole, parce que la mobilisation de la guerre produisait en fait une pénurie de main-d'œuvre au niveau agricole et industriel, et donc cette pénurie était comblée par le recours à la main-d'œuvre étrangère. Donc, durant cette période-là, c'est la France elle-même qui recrutait les salariés étrangers donc depuis leur pays d'origine afin qu'ils viennent porter main forte à l'industrie et à l'économie française, donc dans le secteur industriel et agricole. Nous avons eu plusieurs réglementations durant cette période-là, c'est-à-dire au XXe siècle. Donc, en 1919, on a eu donc des traités organisant l'immigration collective avec la Pologne, l'Italie, et en 1920 avec l'État tchèque. En 1917, donc le 21 avril, un décret a été pris donc concernant l'encadrement du recrutement, de la circulation et de la surveillance de la main-d'œuvre étrangère. Et donc, ce décret imposait aux étrangers, aux travailleurs étrangers, de détenir une carte d'identité spécifique et de circulation qui devait mentionner le lieu de travail, l'employeur, ainsi que d'autres informations. Donc, cette carte est venue renforcer ce qui existait déjà. En tout cas, c'est une des premières obligations de détenir une carte de droit au séjour et de droit au travail. En 1922, le 6 juin 1922, un décret instaure la délivrance donc de sauf-conduit et d'une carte d'identité du travailleur étranger qui fait apparaître les autorisations d'immigration. Donc, c'est une nouveauté, mais qui vient renforcer également ce qui avait été pris. Ça prenait la forme, donc le décret en tout cas a mis en place la carte d'identité de travailleur qui est accordée en fonction des besoins de l'économie. Et donc c'est un des prémices de ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire l'opposabilité de la situation de l'emploi. Nous avons ensuite eu en 1932, et je pense que c'est là où tout se joue, une loi du 10 août 1932 qui est destinée à protéger la main-d'œuvre étrangère, la main-d'œuvre nationale, et donc qui instaure finalement un quota maximum de travailleurs étrangers par profession. C'est une loi qui est assez importante parce que, au regard de ce qui se passe actuellement, je pense que nous allons bientôt y retourner. Cette loi du 10 août, donc, protège la main-d'œuvre et instaure un quota maximum d'étrangers par profession. Nous avons un décret du 6 février 1935 qui impose un contrat de travail visé favorablement par les services compétents du ministère du Travail pour obtenir la carte d'identité de travailleur étranger. Donc, tout étranger qui souhaite obtenir la carte d'identité de travailleur doit présenter un contrat qui est visé par les services compétents du ministre du Travail. Nous avons ensuite un décret-loi du 2 mai 1938 qui instaure 2 cartes finalement pour les étrangers travailleurs. Une carte dite normale qui peut durer jusqu'à 3 ans, qui donne à l'étranger le droit d'exercer une seule profession dans un secteur déterminé au sein d'un département particulier ou du territoire. Donc cette carte, c'est l'ancêtre de la carte salariée, finalement de la carte temporaire ou pluriannuelle.
Et puis nous avons une autre carte, dite carte spéciale, qui permet à l'étranger d'exercer toute profession sur le territoire de la France. Et donc c'est l'ancêtre de la carte résident. Sous le régime de Vichy, la France a connu très peu de législation. Vu le climat qui régnait sur le territoire, la mesure qui avait été prise, c'était le travail forcé et sans salaire pour les étrangers en surnombre sur le marché de l'emploi, malheureusement. Et donc, au lendemain de la guerre, après finalement la Seconde Guerre mondiale, est intervenue la réglementation moderne et l'ordonnance qui est la plus importante finalement de l'histoire du droit des étrangers. C'est l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 5 juin 1946, donc qui instaure la majeure partie de la réglementation actuelle en droit des étrangers. Et pour l'immigration professionnelle, cette ordonnance donc nous précise dans son article 7 que l'étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée sans y avoir été préalablement autorisé par le ministère chargé du travail. Et donc là, c'est la naissance officielle de l'autorisation de travail que nous connaissons aujourd'hui avec toutes ces complexités, ces réformes. Avec l'ordonnance donc du 9 novembre 1945, naît l'autorisation de travail. Cependant, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, et dans le cadre de la reconstruction finalement de la France, un énorme besoin de main-d'œuvre étrangère s'est fait ressentir. Et donc, nous avions eu plusieurs travailleurs étrangers finalement qui sont entrés irrégulièrement en France et qui ont été régularisés sur la production d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche. Voilà, on a eu vraiment beaucoup de régularisation finalement, que ce soit avant la guerre ou après la guerre. Il y a eu plusieurs réglementations finalement qui sont intervenues après la période de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu 2 circulaires dites Marcellin et Fontanet du 24 janvier et du 23 février 1972 qui souhaitent finalement freiner les régularisations et qui restitue le pouvoir de recrutement à l'ONI. Alors l'ONI est l'ancêtre de l'OFII et l'Office national d'immigration, d'Office national d'immigration, ONI. Et donc c'est l'ancêtre de l'OFII. Et donc ces deux circulaires redonnent finalement à l'ONI la prérogative de recruter les salariés étrangers. Nous avons ensuite une très grande mobilisation en 1973 contre ces 2 circulaires-là et une circulaire dite Gors, donc du nom du ministre du Travail, a permis la régularisation de 40 000 travailleurs étrangers en France, donc hors procédure légale. Puis nous avons eu le décret du 21 novembre 1975 qui instaure officiellement l'opposabilité de la situation de l'emploi. Et en effet, ce décret dispose que la délivrance ou le renouvellement de l'autorisation de travail, donc qui a été créée par l'ordonnance de 1945, que dans ce cadre-là, donc du renouvellement ou de la délivrance de l'autorisation de travail, l'administration devra apprécier la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession et dans la zone géographique dans laquelle l'autorisation est sollicitée. Et donc ces décrets-là instaurent finalement l'opposabilité de la situation de l'emploi que nous connaissons actuellement. Donc avant de recruter un étranger, il faut d'abord examiner s'il n'y a pas des candidats inscrits sur le marché de l'emploi qui peuvent correspondre au profil recherché. Nous avons ensuite une loi de 1984 qui instaure un titre unique de travail, et donc c'est la carte résident qui contient une autorisation de travail. Donc cette carte constitue en elle-même une autorisation de travail sans opposabilité de la situation de l'emploi. Une autre loi, celle du 10 juillet 1976,
qui lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre ainsi que le trafic de main-d'œuvre est entré en vigueur. Et dans les années 1981, plusieurs débats se sont engagés sur le statut professionnel des travailleurs étrangers. Donc, ce qui a permis le renforcement des garanties donc, des travailleurs étrangers. Et ce qui a conduit donc entre 1981 et 1982 une régularisation de près de 132 000 travailleurs étrangers qui n'avaient pas de titre, donc qui ne détenaient pas les cartes de séjour spéciales ni d'autorisation de travail. On a eu une loi finalement, donc c'est 1945 marque le début de la réglementation moderne. Et c'est très logique, donc depuis l'histoire, tout ce qui a été établi finalement a suivi un parcours, un trajet assez logique dans le cadre d'un besoin de main-d'œuvre et puis d'une main-d'œuvre existante qui mettait en péril le marché national de l'emploi, la main-d'œuvre nationale. Et donc l'État a mis en place plusieurs mécanismes de contrôle sans pouvoir autant tout contrôler. En 2006 est entrée en vigueur en 2006, on a une loi du 24 juillet qui écarte l'opposabilité de la situation de l'emploi pour des demandes dans des métiers qui connaissent des difficultés de recrutement dans des zones géographiques déterminées. Et donc, c'est ce qui a permis d'établir le 18 janvier 2008 une liste de métiers en tension ouverts aux ressortissants étrangers sans opposabilité de la situation de l'emploi. Donc finalement, les autorisations de travail étaient accordées, en tout cas officiellement avec cette loi et avec cet arrêté. Les autorisations de travail pouvaient être accordées sans opposabilité à la situation de l'emploi. En 2010, donc, les directs ont été créés et au sein des directs, on avait les services de main-d'œuvre étrangère qui dépendaient du ministère donc, du Travail et qui délivraient les autorisations de travail. En 2016 est apparue donc la carte passeport talent finalement, une carte qui séjour spécial qui assure l'attractivité économique de la France et qui donne certains privilèges aux salariés étrangers hautement qualifiés. Donc le passeport talent a été instauré en 2016. Et en 2021, réforme très importante, le service de la main-d'œuvre étrangère a été retiré, en tout cas les autorisations de travail ont été retirées au ministère du Travail et ont été attribuées aux préfectures. Et nous avons eu le 1er avril 2021 la création des plateformes interdépartementales de main-d'œuvre étrangère au nombre de 7 sur le territoire français et qui sont chargées de délivrer et d'instruire les demandes d'autorisation de travail. Voilà. Donc, pour ce qui en est de l'histoire assez, on va dire, condensée, oui, de l'immigration, en tout cas de la réglementation de l'immigration professionnelle. Bien entendu, en faisant ce podcast et mes recherches, j'ai souhaité rendre intelligible et clairement compréhensible l'évolution de la réglementation, qui nous dit qu'en fait, la France a toujours eu besoin de la main-d'œuvre étrangère. À un moment donné, c'était indispensable. Elle a organisé le recrutement. Puis, lorsqu'elle n'avait pas besoin de cette main-d'œuvre-là, elle a tenté d'organiser sa limitation, sa restriction. Néanmoins, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes qui ignorent finalement la réglementation, en tout cas les mécanismes de protection du marché national. Aujourd'hui, en France, un travailleur étranger peut exercer une activité professionnelle en France sous certaines conditions. Et donc, il y a non seulement la première barrière, on va dire, de l'autorisation de travail qui doit être accordée, et il y a la barrière de la protection de la main-d'œuvre nationale, celle de la situation de l'emploi et de l'opposabilité de la situation de l'emploi. Donc, tout ce qui permet de dire que finalement, nous avons une réglementation qui est évolutive, claire, cohérente. Bien sûr, dans la pratique, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes. Mais néanmoins, loin de l'idée que la France a ouvert
c'est porte à toute l'immigration. Non, il y a des mécanismes de contrôle qui ont été instaurés et qui ont été installés au fur et à mesure du temps. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.